messieurs, les enfants, bonsoir. Salam, shalom, kalimera et bienvenue au pont du Gard. On m'appelle Andamar Lucimarca. Depuis plus de 5000 ans, je parcours les rives, les fleuves, les rivières et les sources qui abreuvent notre mer. Je suis le descendant d'une lignée ancestrale de savants pèlerins. Notre vie est consacrée à la mémoire de l'eau. Depuis des millénaires, nous explorons les ripisylves, les plages, les méandres, les fluides magiques. Car en chaque instant, à chaque endroit peut se révéler à notre esprit et à nos yeux la fabuleuse mémoire de l'eau. Après un long apprentissage qui dure parfois 6000 ans, nous apprenons à lire dans chaque goutte d'eau, chaque goutte de vie, le reflet des choses qui ont été et des choses qui seront. Je voudrais vous éclairer sur la renaissance de la mer Méditerranée. Il y a plusieurs millions d'années, le bassin méditerranéen s'était totalement asséché. Le territoire de notre tribu était désespérément sec et c'est à pied que nous traversions le grand désert salé qui séparait l'Europe et l'Afrique. Un jour, lors d'un cataclysme extraordinaire, les portes de l'océan Atlantique s'effondrèrent. Un gigantesque raz-de-marée déferla sur l'immense vallée désertique. En 200 jours, la mer nouvelle s'était formée. Et c'est elle qui, depuis 2 millions d'années, nourrit nos légendes et nos cœurs. Ce soir, en cette terre où règne la vigne et l'olivier, je vous emmène aux frontières de l'Antiquité sur les rives de la Méditerranée. C'est un souvenir douloureux. Je me trouvais étudiant tranquillement les libellules pourpres des marées du Nil quand ce maudit filet s'abattit sur moi. J'étais aux mains d'une bande de trafiquants d'humanité. Après des mois d'une rude captivité, ballotté de gré à gré, dans une affreuse cage flottante, je fus vendu pour une somme ridicule à un Romain de passage. C'est seulement à mon arrivée à Rome que je découvris la triste condition qui me fut réservée pendant 1 millénaire. Esclave des citoyens romains, ici même, dans la belle vallée du Gardon, je fus astreint au fouet durant 50 longues années. À l'époque, il fallait fournir aux riches habitants de Némosus l'eau pure, indispensable à leur langoureuse libation.
mes amis. 15 longues années à tailler des pierres arides pour une simple canalisation. Initié au maniement des masses et des burins, je fus revendu à Crassus Lucius Pellasus, riche patricien spécialisé dans la fabrication et le commerce des sculptures sacrées du Panthéon romain. Je retrouvais ainsi à Rome l'immense communauté d'artisans esclaves qui, comme moi, avaient été enlevés à leur monde pour servir les citoyens romains. Alors que j'étais attelé à la finalisation des attributs de Neptune dans une fontaine du Centrum Villae, une charmante matrone jeta sur moi son dévolu. Racheté à prix d'or, j'étais désormais affecté au massage des huiles. Cette période captivante me permit d'apporter et d'approfondir mes connaissances dans l'extraordinaire fluidité des relations sociales de la gente romaine. Peu à peu, mes maîtres découvrirent mes pouvoirs de savant pèlerin. La mémoire de l'eau devint le principal centre d'attraction des cercles initiés de l'élite patricienne. Ainsi devenue une véritable mine d'or pour ma maîtresse, je fus convié à toutes les agapes de la Rome noctambule. Entraîné par mes admirateurs, j'exerçais discrètement mes dons prémonitoires au service des puissants. Les nuits néfastes, nous ouvrions secrètement les bains-douches pour inviter joyeusement à la baignade collective Vénus, Apollon, Bacchus, Cupidon, Eros et ses nymphes, Silène et ses satyres joufflus. Par mes pouvoirs magiques, nous traversions le miroir des ténèbres pour découvrir le domaine scintillant des dieux et des déesses qui peuplaient l'imaginaire de mes maîtres. Malheureusement, de puissantes flamines prirent ombrage de mes magiques reflets. Dénoncé au collège des pontifes, je fus accusé par les sacerdoces de concurrence déloyale. Ce qui à l'époque, venant d'un esclave, pouvait être puni des châtiments suivants. La lacération publique ou en comité restreint. La très lente lapidation à coups de figues immatures. La décapitation partielle ou totale, selon l'habileté du bourreau, à la chute écrasante, à la griffe et au coraux du fauve affamé et 1000 autres misères terrifiantes nées de l'imagination débridée des citoyens de la République de Rome. À la fin, je fus condamné à la crucifixion avec sursis et revendu en solde à Marcus Angelus Crispus, entrepreneur spécialisé dans la fourniture et la manipulation de catapultes romaines. Accompagnant les légions pour une nouvelle conquête, je débutais ainsi la longue croisière autour de la Méditerranée.
Nous voilà en route pour l'Afrique. Destination Tunis. Les Romains étaient bien organisés pour les voyages. J'ai pu traverser la mer bénévolement. Même le fouet était gratuit. Le dictateur Fabius, ayant déclaré la guerre à la puissante cité de Carthage, je me retrouvais en galère maximum en compagnie du valeureux Scipiondi, l'Africain. Le général carthaginois Hannibal Barca avait commis l'erreur d'aller défier Rome jusqu'à ses portes. Des milliers de légionnaires embarqués de toutes les colonies romaines pour converger vers le canal de Sicilia. Quand au lever du jour, nous croisâmes le cap de Carthago, la mer était entièrement couverte de toutes sortes d'embarcations belliqueuses. La superpuissance romaine allait affronter la fière coalition carthaginoise. À présent, nous voguons vers les Balkans. Les légions romaines font mouvement vers la Thessalie. Le célèbre consul Titus Quinctius Flamininus veut s'offrir un grand triomphe à Rome. Il part donc s'attaquer à l'antique patrie d'Alexandre le Grand. Le souvenir de cet immense guerrier reste vif dans la mémoire des dirigeants romains. Bien longtemps avant d'être capturé, j'ai moi-même aperçu le grand Alexandre et son bolos Peritas. J'étais à la recherche du précieux coquillage Murex brandaris, dont on extrait le fameux pourpre de Tyr. Et alors que j'explorais l'embouchure du Pinarus, je fus témoin involontaire de la défaite de Darius, dernier roi achéménide à la gigantesque bataille d'Issos.
Les Romains d'Égypte avaient trouvé une merveilleuse solution pour que leur âme, après la mort, puisse retrouver un corps dans l'au-delà. Ils faisaient réaliser de leur vivant de magnifiques portraits qui, à leur décès, venaient orner leur sarcophage. Plus le portrait était ressemblant, plus l'âme avait de chances de retrouver un corps éternel. Les artistes peintres de l'Égypte ancienne étaient de fantastiques saisisseurs de regard. Le caractère de chaque individu était ainsi interprété pour l'éternité. Les artisans portraitistes de l'oasis du Fayoum, sur les rives du Nil, rivalisaient d'ingéniosité pour que les portraits traversent les temps. Sur des bois précieux, choisis, ils traçaient leurs esquisses colorées, y intégraient la poudre d'or du soleil et les vernissaient d'un mélange de cire d'abeilles puniques subtilement mêlée à l'eau recueillie sur les bords de la Méditerranée. Chaque portrait sacré anime encore en nous la mémoire des vivants.
impérialistes romains n'ont pas toujours triomphé. Les légions de César furent défaites par Juba Ier, roi lumineux. Une cinquantaine d'années avant la crucifixion de Jésus-Christ, l'empereur César envoya le tribun de la plèbe, Gaius Scribonius Curion, pour reprendre la Numidie aux républicains romains. Lors de la bataille de Baradas, Scribonius mena son armée dans une attaque audacieuse et difficile. L'armée du républicain Varus fut rapidement mise en déroute. Encouragé par ce succès, Scribonius attaqua ce qu'il croyait être une petite bande de guerriers nomades. En fait, habilement dissimulée dans les dunes, la grande armée numide de Juba Ier était prête à l'attaque. Soudainement, les fiers cavaliers africains s'abattirent sur les Romains. En quelques minutes, les légions de César furent anéanties. On dit que Juba Ier parada devant ses troupes, tirant et traînant dans la poussière la dépouille du tribun Scribonius. Rescapé du massacre, je traversais avec mon maître d'infortune la Tunisie, la Libye, l'Égypte, Israël et la Palestine pour arriver en Arabie pétrée sur les rives de la mer Morte. Je nourrissais l'espoir secret que mon propriétaire me laisse le loisir d'étudier cette mer très ancienne. La nuit, échappant à sa vigilance, je pratiquais joyeusement la magie de la mémoire de l'eau. Un matin, à l'aube, me voyant miraculeusement déambuler sur les flots très salés de la défunte, le Romain qui m'accablait constamment se mit subitement à me chérir. Les années passant, notre compagnonnage heureux m'amena à lui enseigner les premiers rudiments de mes rites alchimiques. Malheureusement, mon nouvel ami était un mortel. Nous n'étions pas inscrits dans la même temporalité. Et après 2 décades de formation basique, j'accompagnais tristement l'âme de Marcus Angélus aux Champs-Élysées. Après une brève exploration du Styx, le maléfique fleuve souterrain de l'enfer romain, je poursuivais ma pérégrination vers le cœur de la Syrie. Je voulais étudier Palmyre, la cité capitale de l'empire de la puissante reine Zénobie. À la vue de la morne montagne de ruines et de poussière qui s'étendait devant moi, je fus pris d'une homérique colère. J'arrivais trop tard. La violence aveugle des obscurantistes avait déjà éteint le fantastique rayonnement de ce foyer majeur de la culture méditerranéenne.
La malédiction des effaceurs de mémoire se poursuit encore et encore. 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 C'était Byzance. J'explorais à nouveau et en toute liberté les rives de la Méditerranée. Mes papilles gustatives étaient comblées par la diversité de saveurs mélangées. Au croisement de la route de la soie et des chemins d'Afrique, le pourtour méditerranéen regorge des 1000 senteurs réunies par les grands voyageurs. Les Romains captaient dans chacune de leurs colonies les subtiles richesses des cultures millénaires. De Tarraco-Libère à Volubilis la Mauritanienne, de Sabrata la Tripolitaine à Alexandrie l'Égyptienne, de Jérusalem la Judéenne à Sidon la Phénicienne, d'Antioche la Syrienne à Éphèse l'Anatolienne. Mon périple magique constellait ma mémoire d'une myriade de souvenirs heureux. À Constantinople, Sol Invictus et la chrétienté cohabitaient pacifiquement et l'isthme du Bosphore devenait le centre commercial de l'Empire. Grâce à la Pax Romana, les bazars de la Corne d'Or regorgeaient de tous les trésors nés de la main des habiles artisans riverains. Les maîtres verriers de Sidon y écoulaient leurs précieuses créations.
et des jeux que réclame le peuple. Arrivés à Rome, les gladiateurs étaient dirigés dans les souterrains du Coliseum. Mes frères d'infortune étaient sacrifiés au divertissement des citoyens romains. Les prisonniers de guerre n'étaient pas mieux lotis. Lors des triomphes, les magistrats de Rome ouvraient la parade à travers la capitale, entraînant à leur suite les vaincus morts et vivants et le butin de guerre. Les dirigeants romains étaient maîtres dans l'art d'occuper leur peuple par des spectacles grandioses, faisant appel à tous les sens et propices à susciter l'orgueil et l'adhésion. Pourtant, au cœur de l'Empire, les festivités allaient bientôt cesser. Les barbares étaient à nouveau aux portes de la cité, attirés par tant de richesses accumulées au cours des siècles. Les fiers Visigoths allaient faire tomber Rome et sa flamboyante civilisation. Dans l'eau pure du Gardon remonte parfois le reflet de la mémoire du grand Rhône. Dans les
les entrailles du fleuve impétueux, le soleil méridional révèle parfois les vestiges de la prospère Gaule narbonnaise. Affleurant les limons, des regards de marbres éternels croisent ceux de curieux amphibiens. De malicieux geckos animent les mosaïques perdues. Les molosses de Sestonie colonisent le grand spécus à travers la garrigue. Les lichens dorés envahissent lentement les reliefs d'un passé flamboyant. Le grand César aimait bien votre région. Des Phéniciens, des Hébreux, des Vandales, des Carthaginois, des Grecs, des Étrusques, des Romains, des Celtes ibères, des Kabyles et des Berbères, des Égyptiens, des Ligures, des Gaulois. Depuis des milliers d'années, le grand brassage constant des populations des rives de la Méditerranée a déposé en tout lieu les strates de cette formidable mosaïque de diversité que nous retrouvons chaque jour dans le regard des peuples. Aujourd'hui comme hier, les conflits sont légion. Aujourd'hui comme hier, les peuples opprimés traversent les rives, cherchant refuge en des terres plus clémentes. Aujourd'hui comme hier, certains tendent la main du secours et offrent l'hospitalité millénaire. Aujourd'hui comme hier, d'autres ferment leurs ports, ferment leurs portes, ferment leurs esprits à la mémoire de leurs propres origines et au mépris de leurs propres valeurs. C'est grâce aux connaissances que nous avons du passé que nous pourrions éviter les écueils à l'avenir. Nous partageons aujourd'hui le pain des Égyptiens, le vin des Phéniciens, l'olive des Numides et le loup de notre mère commune. Les vestiges des civilisations méditerranéennes nous révèlent l'incroyable richesse et la formidable diversité des cultures qui ont fleuri autour de la Grande Bleue. Le Sirocco, la Tramontane, le Levant ou le Mistral, le Ponant ou la Lombarde, le Grécal, le Libecco, l'Otan ont poussé les merveilleux pollens qui ont fertilisé le monde. Certains assurent que la curiosité est un vilain défaut. C'est pourtant ce trait universel de l'être humain qui nourrit la mémoire, féconde les rencontres et entraîne aux explorations.
chaque instant, l'humanité scintille de la multitude d'étincelles de joie produites par les plaisirs de la découverte. Et la mer Méditerranée reflète les lumières des territoires infinis restant à parcourir. J'ai retrouvé ma condition d'homme libre.